L'heure de la pêche nous emmène aujourd'hui dans le Morvan. Philippe retrouve son ami Rodolphe, enseignant au lycée aquacole du Morvan à Château-Chinon. Le lycée aquacole du Morvan est un des 7 lycées aquacoles de France. Il accueille 350 élèves de la 4e au BTS. Le lycée est très récent, en 1995, et l'architecture y est très agréable. Les élèves suivent des cours et participent à de nombreux travaux pratiques. Les espèces élevées sur les piscicultures sont principalement des salmonidés. Truite fario, truite arc-en-ciel, ombre commun, saumon de fontaine, ombre chevalier. Mais ils conduisent aussi des expérimentations sur les poissons d'étang, les écrevisses. Les élèves se rendent chaque année dans un autre lycée aquacole, Île-d'Oléron, pour étudier la production aquacole marine. Des activités éducatives diversifiées sont proposées aux élèves, école de pêche, aquariophilie, théâtre. Les résultats aux examens sont excellents, supérieurs à 90%. Alors Philippe, je te présente Hubert Gauguin, qui est proviseur du lycée agricole, ainsi que Olivier Martin, qui est proviseur adjoint du lycée. Alors on va commencer avec Hubert, bonjour. Donc quelle est, en tant que proviseur, vos responsabilités au niveau du lycée? Alors sur l'établissement, sur le lycée aquacole, nous accueillons des élèves sur des cycles professionnels qui vont du BEP, donc avec un BEPA, conduite des productions aquacoles, en passant par un bac pro, conduite des productions aquacoles, un BTS en productions aquacoles également, et nous avons une spécialisation post-BTS en gestion des milieux aquatiques. Donc quelque chose d'assez large quand même. Alors quelque chose assez large, ce qui nous permet d'accueillir des élèves. Nous avons sur l'établissement 350 élèves qui viennent pour se former, sachant que nous sommes plutôt spécialisés, puisque nous sommes sur les sources de l'Yonne, sur la production d'eau douce et principalement de salmonidés, puisque l'eau est très claire ici. Bien évidemment, dans la formation de nos élèves, nous conduisons l'ensemble de la formation aquacole, c'est-à-dire eau douce et eau de mer, et nous avons un certain nombre d'échanges avec d'autres lycées aquacoles, mais c'est Olivier qui va t'en parler tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'il y a des lycées aquacoles à la fois eau douce et eau de mer pour permettre justement ces échanges au niveau des formations. Oui, tout à fait, puisque la production aquacole n'est pas spécialisée uniquement sur une espèce, mais elle est large, hein, elle traite tous les poissons, mais aussi les crustacés. Et donc c'est un réseau, puisqu'il n'y a que 7 lycées aquacoles, un réseau entre ces lycées aquacoles qui favorise des échanges et qui permet à chaque lycée de se spécialiser tel que nous l'avons fait ici. Donc avec des élèves qui viennent de toute la France, puisque s'il n'y a que 7 lycées en France, fatalement on est obligé de se déplacer si on veut pratiquer cette discipline. Alors bien évidemment, nous accueillons donc des élèves de toute la France, sachant que le lycée donc est implanté sur Château-Chinon. Nous sommes ici sur les piscicultures de Vermenoux, qui est plutôt le lieu où nous conduisons les travaux pratiques et un certain nombre d'expérimentations ou de productions expérimentales, puisqu'il s'agit d'un enseignement professionnel et que le support pédagogique professionnel est essentiel à la formation. Alors donc Olivier, là on a parlé de travaux pratiques, c'est ton secteur d'intervention. Comment ça se passe ici sur la pisciculture? Voilà, donc au niveau de la formation, comme le disait M. Gauguin, donc les élèves à tous les niveaux interviennent donc sur les piscicultures du lycée agricole. Donc que ce soit, je dirais, en travaux pratiques encadrés avec des enseignants, ou personnellement en faisant des expérimentations au niveau des étudiants. Donc ils travaillent environ une demi-journée par semaine sur la pisciculture pour apprendre un petit peu les différentes conduites de production et essentiellement sur les salmonidés ici. D'accord. Donc on a vu qu'ils pouvaient donc aller voir tout type de poissons, puisqu'ils peuvent même aller sur la mer. Et est-ce que vous organisez, mais je crois savoir que oui, puisqu'on en a parlé un petit peu quand on s'est croisés, est-ce qu'ils ont la possibilité de partir à l'étranger, par exemple découvrir des poissons qu'on ne trouve pas en France? Oui, alors c'est vrai qu'ils ont la possibilité de faire des stages à l'étranger dans leur formation.
Mais nous faisons aussi des voyages d'études à l'étranger, que ce soit sur des pays comme la Turquie, comme la Suède. Alors nous découvrons certains types de poissons, que ce soit le saumon, que ce soit le bar, la dorade, puisque toutes ces espèces font partie aussi du programme que nous faisons donc sur l'établissement. Et je dirais en plus, l'avantage d'avoir un site piscicole, c'est de pouvoir mener des expérimentations sur des espèces diversifiantes, comme l'ombre commun, l'écrevisse et autres types de production. Ouais, des espèces complètement particulières. Oui, très particulières. Ça permet aussi que les étudiants et élèves puissent aussi avoir une certaine vision assez large de la production aquacole. Donc ça veut dire que la formation finale, enfin l'examen final, part sur toutes les espèces en fin de compte? Oui, en examen final, ils ont des épreuves écrites et orales et ils peuvent être interrogés sur des espèces marines ou d'eau douce. D'accord. Écoute, ce que je te propose maintenant, Philippe, c'est que nous allions voir les élèves. C'est ce que j'allais dire, puisqu'on a vu donc les responsables, on a parlé des professeurs, donc tu en es un. Oui. Maintenant, on va aller rencontrer les élèves. Merci beaucoup. Un petit mot juste pour finir. Vous ne dépendez pas de l'Éducation nationale, vous dépendez du ministère de l'Agriculture, c'est ça? Oui, nous dépendons donc du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires rurales. En effet, les piscicultures telles qu'elles sont ici ont été construites il y a déjà une cinquantaine d'années par le ministère de l'Agriculture à l'époque où existaient encore les eaux et forêts, et le ministère de l'Agriculture a toujours géré le milieu aquatique. C'est la raison pour laquelle ce sont des lycées agricoles qui conduisent des formations aquacoles. Merci beaucoup. On va à la rencontre des élèves. Merci. Rodolphe, je te suis. Allons-y. Alors là, on arrive près des élèves. Voilà, donc on arrive près des élèves qui sont en train de nourrir des truites. Donc je te présente Adeline, Bonjour. qui est en première année de BTS aquaculture, qui est arrivée donc en septembre chez nous. Voilà. Adeline, bonjour. Bonjour. Donc, tu es avec un de tes collègues Oui, Aurélien. qui apparemment donne à manger donc aux truites. Oui. Alors Voilà. quel genre d'aliments Aurélien est en train de donner? Donc Aurélien est en train de donner de l'aliment de calibre T5. C'est à base de protéines et de lipides. Donc ce sont des petits granulés, c'est Ce ça sont des petits granulés dont la granulométrie varie en fonction du poisson. C'est donc à base de farine de poisson et de farine de céréales. D'accord. Bon, on va laisser Aurélien continuer à nourrir ses poissons. Je te propose qu'on continue un petit peu. Oui. Alors là, ce bassin apparemment est équipé de filets. Je Oui. suppose qu'il y a une bonne raison. Oui, c'est pour éviter la prédation des cormorans sur le poisson, parce qu'ils font d'assez gros dégâts, et vu que c'est une espèce protégée, on peut pas... Donc on trouve des moyens de prévention. Donc, et ça, c'est fait essentiellement sur des bassins où il y a des petits poissons, ou est-ce Oui. que c'est aussi le cas sur les gros bassins avec des gros poissons? Les dégâts sont faits essentiellement, je pense, plutôt sur les petits poissons. Plutôt sur les petits, oui. Et puis en plus, parce que là, on a sur ce bassin-là, je pense, une faible profondeur d'eau Ouais. qui permet donc aux échassiers justement de venir dedans. Voilà. Je vais te poser une question avant qu'on retrouve un autre de tes collègues. Comment une jeune fille, parce qu'en fin de compte, je vois qu'il a beaucoup de collègues, d'ailleurs, c'en est encore un homme là-bas, je fais le choix de venir dans un secteur aquacole, pêche? Vous avez dit le mot, la pêche. La pêche. Je suis une fille de pêcheur, j'adore la pêche depuis que je suis toute petite. Je suis sur la barque avec la canne à pêche. J'adore le poisson, j'adore l'eau, c'est ma motivation, C'est super. tout simplement. Eh j'espère qu'on pourra se retrouver un jour au bord de l'eau, cette fois-ci avec les cannes à pêche. J'espère pour faire une partie aussi. de pêche. Ça sera avec plaisir. On donne rendez-vous. Alors donc, un autre de tes collègues. Un autre de mes collègues, ouais, qui nourrit des poissons plus petits que dans le bassin précédent. D'accord. Donc on peut voir que la granulométrie est différente. On fait un mélange d'aliments. Et ceux-là sont plus riches en protéines parce que le poisson, quand il est petit comme ça, grandit plus vite. Donc il a besoin de plus de protéines pour sa croissance. D'accord. La nourriture, combien de fois par semaine? C'est tous les jours. Ça varie suivant les piscicultures, mais ici on donne 2 fois par jour.
Mais les repas sont divisés en deux en fait. La moitié de la ration comme, tout de suite, et après en refaisant un tour, on donne une deuxième ration. D'accord. Et donc la ration, parce que là j'ai vu qu'en fonction son seau, il y a beaucoup moins que là-bas. Ouais. C'est quoi sur un bassin comme ça? La ration alimentaire dépend de la taille du poisson, de son poids moyen, de la température de l'eau. D'accord. Donc, et là, sur des bassins comme ça, il y a combien de poissons? Enfin, en poids, ça représente combien? Tu sais à peu près, non? Non, je ne peux pas donc, vous dire. tu sais pas, ça varie suivant les bassins. Il y a des bassins qui sont plus ou moins chargés. Ça dépend aussi de la place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on considère que si par exemple il y a 20 kg de poissons, est-ce qu'on doit donner 5 kg de nourriture par jour ou 10 kg de nourriture par jour? Je pose des questions. Là, c'est vrai que tu as commencé que depuis septembre, mais si tu sais pas, c'est pas grave. Rodolphe va nous aider un petit peu. Oui. Je suppose que c'est donné en fonction, comme pour tous les animaux, en fonction du nombre de kilos d'animaux, on a un nombre de kilos de nourriture à côté. Tout à fait, donc on réalise un rationnement, un pourcentage de rationnement. C'est-à-dire qu'on va donner en fonction de la température de l'eau, puisque l'activité du poisson est en fonction de cette température. Plus la température est élevée et plus on va avoir un taux de rationnement fort, c'est-à-dire plus on va donner d'aliments proportionnellement au poids de poisson. Mais effectivement, on connaît le nombre de poissons qu'on a dans un bassin, on connaît le poids moyen individuel de ces poissons, on réalise des poids moyens régulièrement pour contrôler la croissance et on recalcule la ration alimentaire à chaque fois qu'on fait un poids moyen différent. En gros, on va donner à peu près 1% du poids total de poisson, de la biomasse de poisson dans le bassin, en aliments par jour. En fonction de la température, c'est un peu variable. Bien sûr, bien sûr. Et ça, elle nous l'avait dit, la température, c'est là. Merci, monsieur le professeur. On continue la visite, Adeline? C'est parti. Allez. Alors Adeline, on se retrouve donc au bord de bassin, oui. Et tu as donc deux collègues à toi qui sont actuellement dans l'eau. Quelle activité ils font? Ils sont en train de trier le poisson. Alors en quoi ça consiste de trier le poisson? Donc ils mettent le poisson dans le bac. Dans ce bac, on voit donc des barreaux. Et les barreaux ont un écartement différent sur un poisson. Donc là c'est un écartement assez petit, pour permettre de garder les plus petits dans ce bassin et d'enlever les plus gros et les mettre dans un autre bassin. Donc c'est un effet de tri en fin de compte, hein, ouais, c'est ça. Voilà, on fait une sélection. Alors quel intérêt justement à faire ce tri dans les bassins? Pour obtenir des lots homogènes. Car la truite, il ne faut pas l'oublier, est un poisson avec un instinct très solitaire. La concurrence alimentaire est très forte. Donc c'est pour éviter une certaine concurrence, pour permettre aux poissons de tous se nourrir pareil et d'avoir tous une croissance homogène. Donc on s'aperçoit que ça soit dans le milieu naturel ou en bassin. C'est exactement la même chose. Le système est le même, c'est toujours le gros qui a l'ascendant sur le petit. Voilà, c'est ça. Alors moi je voudrais qu'on revienne un petit peu donc, sur ta formation d'étudiant, oui. Parce que tout à l'heure on en a parlé un petit peu, tu m'as expliqué comment tu étais venu donc, à choisir cette orientation. Combien de temps tu as donc de formation? Comment elle se passe? Le BTS se passe sur 2 ans. Donc on a une formation qui sont faits par les professeurs en cours et on a des stages à faire. En première année elle est de 4 semaines pardon, et en deuxième année de 5 semaines on a un dossier à rendre dessus tout ce qu'on a pu faire et avec un projet concernant les élèves. D'accord, donc ça c'est la deuxième année. Voilà. Et après troisième année ça c'est sur 2 ans. Sur 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'à la fin tu as un examen final. Oui. C'est surtout pour avoir une qualification, on peut appeler ça comme ça, une formation. Parce que la plupart d'entre nous, on est tous issus de bac STAE ou scientifique. On a très peu de bac pro, donc c'est plus formation, c'est plus ce côté-là. D'accord. Et alors après, professionnellement, toi, t'envisages quoi? Je sais pas trop encore. La pisciculture peut faire partie d'un projet professionnel éventuel. Ça ne me dérangerait pas parce que c'est quand même vachement intéressant. Mais je préférerais plutôt me tourner du côté des CSP, choses comme ça. D'accord. Donc ça te laisse quand même une possibilité assez large, oui. Soit de te mettre carrément à ton compte, parce qu'aujourd'hui la pisciculture, c'est de travailler pour toi, d'être toujours au contact des poissons, soit la partie CSP qui est un peu un mélange des deux, c'est à la fois le contact des poissons, mais aussi une gestion de tout ce qui est faune et flore aquatique, hein, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon,
On continue un petit peu? C'est parti. Allez. Alors Philippe, maintenant nous nous trouvons dans l'écloserie nurserie de la pisciculture. Donc les deux élèves qui sont ici sont en train de réaliser un tri d'œufs de truite fario en cours d'incubation. Donc l'intérêt de ce tri, bien sûr, est d'enlever tous les œufs qui meurent pendant cette incubation pour éviter ensuite qu'ils ne transmettent des problèmes pathologiques aux autres œufs, notamment des champignons pathogènes. D'accord. Donc il y a toujours du tri, en fin de compte, que ça soit quand elles sont truitelles, comme on a vu tout à l'heure, ou là, dès le départ, il y a toujours ce système de tri pour qu'il y ait vraiment, je dirais, osmose au niveau de la grosseur de la truite. Alors quand on commence les œufs pour la maladie, après par rapport au grossissement, et à la fin, je suppose, au niveau des reproducteurs. Tout à fait. Là on commence donc un tri en fonction des mortalités, puisqu'on ne peut pas avoir zéro mortalité sur un cycle d'élevage, c'est impossible. Il y a des mortalités naturelles qui sont dues à la biologie des différents œufs. Il y a une sélection naturelle qui se fait. Et ensuite, on réalise des tris, par contre, qui sont des calibrages en fonction de la grosseur pour éviter les problèmes de compétition. D'accord. Donc là, tu m'as dit tout à l'heure que c'était donc pendant le temps d'incubation. Le temps d'incubation avant l'alevin, c'est combien de temps à peu près? Tout dépend de la température de l'eau. Donc nous, on raisonne en termes de degrés jour, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre, un cumul de températures nécessaires à l'incubation. Donc plus la température va être basse, bien sûr, plus la durée d'incubation va être importante. Pour la truite fario, on a un cumul de degrés jour qui est de 410 degrés jour, c'est-à-dire qu'il faudra 41 jours à 10 degrés. Et pour la truite arc-en-ciel, c'est beaucoup plus rapide puisqu'il faut aux alentours de 320-330 degrés jour, donc 32 jours à 10 degrés. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille voir des alevins en train de résorber. Alors Philippe, nous sommes maintenant devant une auge d'alvinage avec des alevins qui sont en cours de résorption de leur vésicule vitelline. C'est-à-dire que ce sont des alevins qui sont fraîchement éclos et qui sont en train de résorber leurs réserves alimentaires qu'ils ont pendant une durée moyenne de 15 jours à peu près, et à l'issue de laquelle ils vont commencer à s'alimenter de façon artificielle. Voilà, donc c'est une phase assez délicate et les élèves sont en train de trier pour enlever toujours les mortalités qu'il y a pendant cette phase, pour éviter les risques de contamination qu'il pourrait y avoir par ces morts. Et je pense que c'est la phase qui doit être la plus dure pour eux, puisqu'ils passent d'un secteur, on va dire, d'autonomie complète. Oui, tout à fait. À savoir que là, pour l'instant, ils sont encore dépendants de leur vésicule. Ensuite, l'ouverture de la bouche se fait et les poissons vont chercher à s'alimenter. Et c'est vraiment une phase effectivement délicate de l'alvinage où il faut essayer de faire en sorte de ne pas se tromper. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est que tout ce qu'on a vu là, les œufs et les alevins, c'est issu complètement des géniteurs de la pisciculture. Oui, tout à fait. C'est un peu l'objectif des piscicultures d'ailleurs, de réussir à être autonome vis-à-vis de leur production. C'est-à-dire que l'ensemble des œufs, des alevins et des poissons produits sur la pisciculture proviennent du stock de géniteurs en place, ce qui évite là aussi des achats de poissons ou d'œufs ou d'alevins qui risqueraient de contaminer aussi au niveau pathologique l'élevage. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi aujourd'hui à apprendre, à écouter Rodolphe et Adeline qui nous ont fait part de leur savoir au niveau des poissons et de la pisciculture. Il ne nous reste plus qu'à le remercier Rodolphe, qui est un professeur qui est pêcheur aussi et surtout, je dirais, qui est amoureux de ce qu'il fait. Adeline, qui a été charmante de bien vouloir participer avec nous. Mais Adeline, on la reverra puisqu'on s'est donné rendez-vous. Donc je pense qu'on se retrouvera dans le Morvan ou dans la Nièvre pour pêcher le carnassier ensemble. À très bientôt dans le Morvan.